Imaginez une seconde. Une seule décision de justice, dans un seul pays, qui met le feu aux poudres et menace de faire s'écrouler tout l'édifice européen. C'est un scénario assez dingue, et pourtant, c'est précisément ce que raconte le document qu'on analyse aujourd'hui. On va donc plonger dans une transcription qui nous projette à l'été 2025. Au cœur d'une crise, mais une crise explosive, entre l'Irlande et Bruxelles. Le texte retrace comment un conflit sur la politique d'asile a complètement dégénéré, avec des répercussions politiques énormes, surtout en France. Notre but, c'est de décortiquer la séquence des événements, de comprendre les arguments et la dynamique de confrontation que ce récit met en scène. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment un enjeu très local, presque logistique la capacité d'accueil d'un pays, est présenté comme le catalyseur d'une crise de souveraineté à l'échelle de tout le continent. On va regarder ça de près, les points de tension, la façon dont c'est raconté. Alors, commençons par le début. Tout part de l'Irlande, si je suis bien. Le document nous situe le 3 juillet 2025. Un tribunal irlandais rend un jugement. Et il est tout de suite qualifié d'historique. Qu'est-ce qu'il disait pour provoquer un tel séisme ? C'est une véritable bombe. La phrase clé, elle est citée texto dans le document. L'État n'a aucune obligation légale de sacrifier les citoyens pour répondre aux exigences européennes en matière d'asile. Sacrifier les citoyens. Oui, le choix des mots est tout sauf anodin. C'est une formule incroyablement forte. Ça place tout de suite le débat sur un plan émotionnel, presque existentiel. Exactement. On ne parle plus de contraintes ou de quotas, non, on parle de sacrifice. C'est un langage de guerre, pas de droit administratif. Et le document explique ce qui a pu motiver une décision aussi radicale. Oui, et l'explication est très directe. Le récit met en avant la saturation, mais la saturation totale des capacités d'accueil irlandaises, surtout après l'afflux de réfugiés ukrainiens. D'accord. Et pour rendre ça très concret, la source cite le ministre irlandais de l'intégration. C'est présenté comme une confession rare et honnête. Il aurait dit, je cite, « Nous ne pouvons plus accueillir qui que ce soit ». C'est une déclaration d'impuissance, en fait. Complète. Et en présentant les choses comme ça, le document transforme une décision politique complexe en un problème physique presque mathématique. Il n'y a plus de place, point. C'est très efficace pour créer une opposition simple, d'un côté la réalité du terrain, tangible, et de l'autre des obligations qui paraissent du coup abstraites et déconnectées. Une décision pareille, ça ne pouvait pas rester sans réponse. Comment Bruxelles a réagi d'après le texte ? La réaction, telle qu'elle est racontée, est foudroyante. Dès le lendemain. Ah oui, si vite. Oui, des juges européens interviennent et annulent la décision irlandaise. Purement et simplement. Mais ce qui est crucial ici, c'est pas tant l'action que la description de l'action. C'est-à-dire ? Le texte utilise des images très très fortes. Il parle de juges qui agissent depuis leur bureau feutré. On sent presque le mépris dans ces mots, le bureau feutré contre la réalité du terrain. C'est ça. Le contraste est volontaire. L'intervention est qualifiée de domination froide, mécanique, déconnectée. Le but est de créer une fracture morale entre une élite bureaucratique, perçue comme isolée, et le peuple irlandais. Et l'ordre est donné à Dublin d'héberger les migrants, sans discussion. Qu'ils le veuillent ou non, comme le formule le texte. C'est présenté non pas comme l'application du droit, mais comme un acte de pouvoir, d'une autorité qui n'a plus besoin du consentement des nations. Le texte dit que le message envoyé par l'UE est « Vous n'êtes pas souverain, vous êtes administré ». C'est une interprétation extrêmement dure. Elle ne se justifie pas sur un plan légal, mais sur un plan narratif. C'est la vitesse de la réaction, le langage froid, l'absence de dialogue, tout ça construire un argumentaire selon lequel l'Irlande vient de faire l'expérience de sa propre vassalisation. Le conflit n'est plus sur l'asile, il devient le symbole d'une perte de souveraineté. Et visiblement, cette thèse trouve un écho bien au-delà de l'Irlande. L'affaire débarque très vite en France, c'est ça ? Immédiatement, le récit nous explique que Florian Philippot s'empare de l'affaire quasiment en temps réel. Il publie un message sur le réseau social X qui, pour reprendre les mots du document, fait l'effet d'une bombe. Et on a une idée de l'impact ? Parce qu'aujourd'hui, l'écho d'un message, ça peut être très variable. Le document est très précis là-dessus. Il avance un chiffre pour marquer les esprits, plus de 50 millions de vues. 50 millions. C'est un chiffre colossal. Et le texte prend soin de l'opposer à l'audience, je cite, que les médias traditionnels ne peuvent même plus rêver d'atteindre. C'est intéressant, ça positionne le débat sur un autre terrain. Ce n'est plus juste une crise politique, c'est aussi une guerre de l'information. Quel était le message de Philippot ? Et en même temps que cette explosion sur les réseaux sociaux, le document souligne un autre phénomène, le silence des médias traditionnels français. Oui, l'auteur insiste lourdement là-dessus. La transcription est très affirmative.
Aucun débat sur France Télévisions, pas un mot dans Le Monde, rien. Et comment c'est interprété? Comme un oubli? Un choix éditorial? Pas du tout. Le mot utilisé est stratégie. Une stratégie? Oui, le document suggère que les grands médias, conscients du potentiel enflammable de l'affaire, auraient délibérément choisi de l'ignorer, pour ne pas jeter d'huile sur le feu. Ça dépeint ces médias non plus comme des observateurs, mais comme des acteurs politiques qui choisissent ce qui doit être su et ce qui doit être tu. Donc une information qui explose sur les réseaux et qui serait étouffée ailleurs. Pendant ce temps, en Irlande, sur le terrain, ça évolue comment? Le récit nous ramène dans les rues de Dublin. La colère gronde, les manifestations se multiplient. Et là encore, la description est très très orientée. Le texte insiste beaucoup sur le profil des gens qui manifestent. C'est-à-dire? Il liste des profils très différents. Des étudiants, des maires, des retraités, des travailleurs. Le but est clair, c'est de contrer l'accusation que ce serait un mouvement marginal ou d'extrême droite. D'accord? Montrer que c'est représentatif. C'est ça. En dépeignant cette foule composite, le document veut installer l'idée que c'est le peuple réel, dans toute sa diversité, qui est dans la rue, pour légitimer la protestation. Et leur revendication principale, c'est quoi? Elle est résumée dans un slogan simple et percutant : « Ce pays nous appartient et nous refusons de le sacrifier ». On retrouve le mot sacrifié. Exactement. La boucle est bouclée. La parole des juges est devenue le cri du peuple. Et pour dramatiser encore plus la situation, le récit met cette colère en opposition directe avec la réaction attribuée à Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne. Oui, et sa posture est dépeinte comme étant froide, technocratique, mécanique. Il y a une citation en particulier qui est mise en avant pour illustrer ça, n'est-ce pas? Oui, une phrase qui, sortie de son contexte, est absolument glaciale. La solidarité n'est pas une option. La solidarité n'est pas une option. On imagine l'effet d'une phrase comme ça. Même si elle a peut-être un sens juridique précis, pour le grand public, ça sonne incroyablement cassant et autoritaire. C'est précisément l'effet recherché par le narrateur. Cette phrase est utilisée comme la preuve ultime que, je cite, « Bruxelles ne comprend plus rien aux réalités nationales ». Elle incarne cette institution qui ne voit plus la souffrance et qui avance comme un boulet idéologique complètement sourde. La confrontation est totale, le peuple dans la rue et la technocrate dans sa tour d'ivoire. Bon, à ce stade, la crise irlandaise est déjà bien installée. Mais pour la transformer en crise continentale, le document sort l'artillerie lourde, les chiffres. C'est le moment de la bascule, exactement. On quitte le drame irlandais pour peindre une fresque européenne apocalyptique. Les chiffres sont là pour créer un sentiment d'urgence, de submersion. On passe de l'émotion à la statistique choc. Quels sont ces chiffres attribués à Florian Philippot dans le texte? À trois principaux. D'abord, 4,3 millions de migrants sous protection temporaire déjà présents dans l'UE. Ensuite, un coût 147 milliards d'euros. Et enfin, le chiffre le plus anxiogène, celui qui est présenté comme le coup de grâce. Lequel? Celui qui proviendrait de documents fuités. Documents fuités, ça ajoute évidemment une petite touche de complot, de vérité cachée. Ça donne un côté thriller, oui. Et ces documents annonceraient l'arrivée de 10 millions de migrants supplémentaires avant 2030. Et le texte insiste, sans consultation, sans planification, sans transparence. Waouh! Qu'il soit exact ou non, l'impact de ces chiffres dans la narration est dévastateur. Ils achèvent de transformer la crise irlandaise en une urgence existentielle pour tout le continent. L'enjeu, c'est plus seulement la souveraineté, c'est la capacité logistique, les finances, la démographie. Le tableau final, c'est celui d'une situation hors de contrôle, gérée en secret. C'est l'argument massu qui justifie l'appel radical à quitter l'Union. Ok, si on résume l'histoire qui nous est racontée, ça part d'une étincelle en Irlande. Un Dax, une décision de justice. La réponse de l'UE est dépeinte comme un acte de domination. L'incendie se propage en France via les réseaux sociaux, avec une figure politique qui canalise la colère. Tandis que les médias traditionnels sont accusés de cacher le feu. Et à la fin, on a cette confrontation totale entre un peuple en colère et des institutions inflexibles. Absolument. Et si on prend un peu de recul, le fil conducteur de tout ce récit, ce qui lui donne sa puissance, c'est l'idée d'une confiance brisée. C'est l'histoire d'un divorce, en fait, à tous les niveaux. Divorce entre le peuple et ses dirigeants, divorce entre une nation et l'Union qui est perçue comme une menace, et enfin, divorce entre le public et les médias accusés de manipuler. C'est ce sentiment de fracture généralisée qui est au cœur du document.
En voyant la puissance d'amplification des réseaux, avec cet exemple du message sur X qui atteint 50 millions de personnes, ça laisse songeur. Et ça soulève une question fascinante pour la suite. Dans ce paysage médiatique fragmenté, où se situe la frontière entre relater une information, l'interpréter politiquement et carrément façonner les événements qu'on est en train de décrire?